Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique dans cette nouvelle revue matérielle. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Panasonic Lumix TZ200. C'est parti! Comme d'habitude, je vous rappelle que cette vidéo est réalisée en partenariat avec Panasonic Lumix Belgium qui me prête le matériel de manière à ce que je puisse le tester et en faire une revue de matériel. Le Lumix TZ200, je l'ai maintenant depuis un petit peu plus d'un mois, ce qui me permet d'avoir quand même une bonne prise en main et d'avoir bien l'habitude de l'employer pour faire un retour le plus correct possible. Dans les semaines à venir, je vous présenterai également l'appareil qui est ici derrière moi, qui est le Lumix S1R que j'ai également en test pendant une très longue période. On passe maintenant aux spécifications du Lumix TZ200. Le Panasonic Lumix TZ200 est un appareil photo compact de la gamme TZ de Lumix, donc les Travel Zoom, des appareils qui sont destinés simplement pour la photo de voyage. Côté spécification, il est doté d'un capteur 1 pouce qui est assez classique pour des appareils photo compacts et d'une focale équivalente à du 24-360 mm, donc un zoom optique de 15 fois à peu de choses près, ce qui est assez polyvalent. Côté ouverture, c'est un tout petit peu plus limité puisqu'on a une ouverture maximale de f3.5 à 24 mm et de f6.3 à 360 mm. Le capteur est donc un capteur d'1 pouce de 20 mégapixels qui est stabilisé sur 5 axes, qui permet quand même d'assurer une bonne prise de vue même en basse lumière avec des temps de pause relativement longs et en ayant une bonne stabilité. On retrouve en photo toutes les fonctionnalités classiques qu'on retrouve sur ces appareils de la gamme Lumix, c'est-à-dire de la photo 4K, la photo 4K qui va permettre par exemple de faire du post-focus, qui va permettre de faire du recadrage et qui va également permettre de faire de la photo 4K jusqu'à 30 images par seconde et donc de pouvoir capturer un mouvement, éventuellement en revenant un petit peu en arrière dans le temps, ce qui est assez sympa quand on doit saisir un événement et qu'on ne sait pas exactement quand il va se produire. Côté vidéo, on a également la vidéo 4K jusqu'à 30 images par seconde. Alors cette vidéo 4K est quand même avec un crop factor d'à peu près 1,5 fois. Donc ça veut dire que la focale la plus large que vous aurez au niveau de la vidéo 4K sera de l'équivalent 36 mm. À savoir également que la stabilisation optique ne sera pas disponible quand vous filmez en 4K ou quand vous filmez en haute vitesse, donc en Full HD à au-delà de 30 images par seconde. Côté prise en main, l'appareil se comporte très bien. On a un petit grip assez délicat mais qui fonctionne bien avec un ergot à l'arrière qui permet de bien caler le pouce. On a tous les boutons classiques qui permettent de fonctionner, donc la molette des modes avec les classiques modes PSM, un mode scène, un mode intelligent. On a également un mode vidéo et les modes créatifs. On a la molette qui permet de changer la focale, donc le zoom, avec le déclencheur qui se trouve juste au-dessus. On a un bouton dédié à l'enregistrement vidéo et une molette qui va permettre, elle, de ce moment-là, régler soit l'ouverture, soit de la vitesse, ou peu importe, suivant le mode dans lequel vous êtes. À savoir également que autour de l'objectif, vous avez une molette rotative qui, elle, va permettre à ce moment-là de changer le deuxième paramètre que vous voulez. Donc, par exemple, si vous êtes en mode manuel, vous allez pouvoir changer la vitesse d'obturation avec une molette et l'ouverture avec l'autre molette. À l'arrière, on retrouve un viseur électronique de 2 millions de pixels qui donne quand même une très bonne qualité avec une très bonne définition au niveau de l'image. Il est possible de changer par exemple le taux de rafraîchissement pour économiser de la batterie ou alors avoir une image plus nette. Moi personnellement, je préfère toujours avoir un taux de rafraîchissement élevé pour ne pas avoir de retard au niveau de la visée. Ça n'empêche que je trouve que la position du viseur n'est pas forcément idéale pour ça. L'avoir sur le côté, c'est pas ce que je préfère. Moi, je préfère en général quand c'est au milieu, même si dans ce cas-là, j'ai le nez qui tape sur l'écran. L'écran à l'arrière, lui, on a un écran donc fixe. Ça, c'est peut-être le plus gros défaut que je pourrais trouver à cet appareil, c'est que l'écran arrière, même s'il est d'excellente qualité, est totalement figé. On ne peut pas le tourner, on ne peut pas l'incliner. À l'arrière du boîtier, on retrouve tous les boutons de fonction classiques de la gamme Lumix, avec notamment un bouton qui permet de choisir le mode de photo 4K. On a également la possibilité d'activer directement le post-focus, la possibilité de voir les photos, bien sûr, la compensation d'exposition, la configuration de la balance des blancs, le système de mise au point qui vous permet de choisir entre la F normale, la F macro ou la F manuelle. Faut savoir que à 24 mm, on peut s'approcher jusqu'à 3 cm du sujet et donc avoir quand même un grossissement assez important avec l'appareil. On a également un bouton qui permet de choisir le mode de prise de vue, donc simple photo, rafale, etc. Le bouton d'accès au menu, le bouton qui permet d'accéder au quick menu qui lui permet de paramétrer les principaux éléments de prise de vue dans le menu directement pendant la prise de vue, et le bouton display qui permet de changer les affichages qu'on a au niveau de l'écran. L'appareil est également muni d'un flash intégré qui peut simplement s'ouvrir en appuyant sur un bouton. Le flash n'est pas énorme, mais bon, il est toujours là, ça peut toujours être pratique. Ce qui peut parfois être intéressant, c'est qu'il n'est pas totalement figé, comme il est articulé, vous pouvez éventuellement le maintenir pendant que vous déclenchez de manière à éclairer le plafond pour ne pas avoir un éclairage direct. Ça n'empêche que vu la taille du flash ici, vous aurez forcément des lumières très dures et des problèmes de yeux rouges si vous faites des portraits avec. En dessous, on retrouve la fixation du trépied, le logement pour la batterie et la carte SD. Et enfin, sur le côté, on a un clapet dans lequel vous avez le connecteur HDMI, la sortie micro HDMI pour l'enregistrement vidéo, et également le connecteur USB qui est pour bien sûr l'échange de données avec l'ordinateur, mais aussi qui permet de recharger l'appareil quand celui-ci n'est pas allumé.
Alors côté utilisation, j'étais assez content de ce boîtier. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, ce que je lui reproche principalement, c'est de ne pas avoir d'écran orientable, ce qui dans des conditions de prise de vue un peu difficiles, au ras du sol, etc., le rend difficilement utilisable. Mais sinon, la qualité photo est vraiment sympathique. C'est un appareil qui est fait pour de la photo de voyage et donc j'ai essayé de le juger un petit peu dans cet environnement-là. C'est un appareil qui rentre facilement dans la poche, dans le sac, peu importe, très facile à prendre avec soi. Il est hyper polyvalent puisqu'on a une focale 24 à 360 mm avec une ouverture peut-être un petit peu réduite, mais ça n'empêche qu'il va permettre de répondre à pas mal de situations. Là où ce boîtier m'a un petit peu étonné quand même, c'est au niveau de sa gestion des ISO. Je m'attendais avec un capteur d'1 pouce d'avoir quand même du bruit assez rapidement, c'est-à-dire au-delà d'ISO 800. Alors à ISO 800, il fonctionne très bien, aucun problème. À ISO 1600, le bruit commence à apparaître. À ISO 3200, quand vous êtes dans des conditions lumineuses un petit peu correctes, ça va. Mais si vous êtes vraiment en basse lumière, là, le bruit va devenir très visible. Mais ça n'empêche que pour un boîtier avec un capteur d'1 pouce, pouvoir monter à ISO 1600, voire 3200 dans certains cas, c'est quand même déjà pas mal du tout. Et ça permet quand même de faire des photos dans pas mal de situations, d'autant plus que l'objectif n'est clairement pas très lumineux. Alors comme d'habitude, je vous montre des photos que j'ai réalisées avec. Vous verrez que le piqué n'est vraiment pas dégueu du tout. On est quand même sur un objectif Leica, donc ça veut dire que même pour un appareil photo compact, on peut avoir des optiques très correctes. Et donc on a un très bon rendu. Forcément, c'est toujours quand vous allez dans les extrêmes, à 360 mm, vous aurez toujours un moins de piqué que dans les focales inférieures. Ça n'empêche que le résultat est tout à fait exploitable. Le rendu des couleurs est pas mal, il y a vraiment de très bons contrastes aussi. J'ai vraiment pas à me plaindre de la qualité d'image pour un appareil photo compact. L'autofocus, c'est sans doute l'élément qui est toujours le plus délicat sur les appareils photo compacts, et je veux dire que comme les autres appareils Lumix que j'ai testés, parce qu'il est équipé de la même technologie, donc c'est de la technologie à détection de contraste DFD de Lumix, ça fonctionne très bien. Je dis pas que c'est parfait, parce que forcément sur un petit boîtier de genre là, on n'a pas les mêmes performances que sur le genre de monstre qui est juste là derrière, et il y a de temps en temps un peu de patinage, mais ça n'empêche que dans des conditions normales de prise de vue, il accroche directement, assez rapidement. En courte focale, c'est quasiment instantané. À longue focale, on a le temps de le voir, mais c'est tout à fait exploitable. Le suivi fonctionne également assez bien, le F continu fonctionne assez bien, sauf si vous êtes sur des scènes qui ne bougent pas trop, dans ce cas-là, ça patine assez bien. Alors dans les points forts de cet appareil, je mettrai quand même la bonne qualité optique avec des bonnes qualités d'image, la polyvalence également de l'objectif de 24 à 360 mm qui le rendent quand même utile aussi bien pour du paysage que de la photo un peu plus spéciale, comme vouloir faire un détail de bâtiment ou des choses comme ça, ou même pour du portrait à la limite en souvenir de voyage. Et autre point fort que j'ai vraiment beaucoup apprécié sur cet appareil, c'est son autonomie. J'ai vraiment pu tenir une journée complète sans devoir le recharger, et en plus de ça, la possibilité de pouvoir le recharger en USB est forcément un atout majeur, c'est-à-dire que dès que vous le rangez dans votre sac, vous branchez la batterie USB, et dès que vous le ressortez, votre appareil est chargé. Donc côté autonomie, vous n'avez vraiment rien à craindre avec cet appareil-là. Alors forcément, cet appareil n'est pas parfait, il a quelques défauts. Le défaut principal que je lui trouve, c'est principalement l'écran arrière qui est fixe, qui aurait pu être au moins inclinable, de manière à pouvoir prendre des prises de vue au ras du sol, ou alors idéalement carrément sur rotule dans ce cas-là, ce qui permettrait de l'employer tout aussi bien pour faire de la prise de vue en selfie ou pour faire du vlog. Tout ça aurait pu être utile. Ici, comme l'écran est fixe, dès que vous voulez faire un selfie ou vous voulez faire du vlog par exemple en vidéo, cette solution-là ne fonctionnera pas. Ce n'est vraiment pas l'appareil qui est adapté pour ça. Dans les autres défauts que je lui ai notés, il y a notamment au niveau de l'avant, vous avez la grille qui vient protéger la lentille. Elle est hyper fragile, on peut la bouger du doigt, elle est super mal présentée ici. Pour moi, c'est un gros problème, parce que si vous mettez cet appareil dans un sac et qu'il y a quelque chose qui vient s'accrocher dedans, vous pouvez à mon avis totalement casser ici la structure qui vient protéger la lentille, ce qui pourrait empêcher l'appareil de fonctionner. Donc pour moi, c'est un gros problème. Il faudrait au moins qu'il y ait un cache qui soit fourni pour pouvoir le protéger, ou éventuellement une housse. Je vous déconseillerais complètement de le mettre comme ça dans un sac photo ou dans une poche dans laquelle il y a d'autres choses avec. Si vous le mettez dans un élément où il n'y a rien d'autre qui risque de frotter dessus, il n'y a pas de problème. Mais au vu de la fragilité ici et de la mobilité des lames qui viennent protéger la lentille, moi honnêtement, je ne le mettrais pas comme ça en vrac dans un sac. Un autre élément qui est à la fois utile mais qui moi ne m'a pas séduit, c'est la bague qu'il y a autour de l'objectif. Alors autant l'idée est vraiment chouette parce que ça permet d'avoir deux réglages, mais le problème c'est que je trouve qu'au niveau de la prise en main, cette bague elle est juste énorme et on a du mal à bien la tenir en main. Et
Il m'est souvent arrivé de toucher à cette bague là et donc de changer un réglage sur l'appareil alors que je ne voulais pas le faire. Donc même si l'idée en elle-même est très bonne, sur ce genre d'appareil là je trouve vraiment que c'est pas pratique. J'aurais clairement préféré avoir une deuxième molette au niveau de la main qui tient l'appareil, ça aurait été beaucoup plus pratique à mon sens. Et enfin le dernier point que je trouve assez dommage, c'est la limitation au niveau de l'ouverture de l'objectif, aussi bien en minimum qu'en maximum. Alors en maximum à la limite ça va, parce qu'on va pas plus loin que f8. À f8 sur la taille de ce capteur là on a quasiment une profondeur de champ infinie quand on est dans les grandes focales, mais l'ouverture maximale est un peu plus limitative, ça veut dire qu'on peut l'employer beaucoup plus difficilement pour des effets un petit peu créatifs. Si vous voulez isoler un sujet par exemple, ça devient très difficile avec des focales assez courtes. Bien sûr, c'est le résultat d'un compromis, on ne sait pas avoir le beurre et l'argent du beurre en même temps. Ici, la taille du capteur est relativement limitée, le choix a été fait de faire une focale très polyvalente et donc forcément ça se paye au niveau de l'ouverture. Sur d'autres modèles, vous aurez l'équivalent d'un 24-105 mais avec une plus grande ouverture dans exactement la même taille de boîtier. C'est juste des compromis et des choix techniques qui sont faits. Donc pour conclure, je dirais que cet appareil est un bon petit appareil compagnon de voyage qui vous permettra de faire de chouettes photos, mais à toujours prendre en compte qu'il y a certaines limitations, notamment en termes d'ouverture, et forcément on a un capteur d'1 pouce, et donc ça veut dire qu'en basse lumière, ça va pas toujours être l'idéal pour ça. Ceci dit, pour la taille du capteur et pour ce que j'en ai testé, l'appareil se donne vraiment très bien, la qualité de photo est vraiment très bonne. On a pas mal de polyvalence avec toutes les fonctionnalités de prise de vue, de photo 4K, de vidéo 4K, etc. Donc ça peut faire un excellent compagnon de voyage. Il faut savoir que cet appareil à l'heure actuelle se trouve au niveau des 600-650 €, ce qui peut éventuellement être un petit peu cher, mais ça n'empêche que cet appareil-là vous permet quand même de faire quasiment n'importe quel type de photo, pour autant que vous acceptiez certains compromis en termes de notamment d'ouverture, etc. Donc si vous cherchez un petit boîtier compact avec quand même une bonne qualité optique et qui vous permet de faire tout type de photos, et que le but pour vous n'est pas de faire des tirages d'art de grande dimension, mais que vous voulez surtout prendre des photos de souvenirs pendant vos voyages, etc. Et donc pour peu que vous soyez un petit peu soigneux dans l'utilisation du boîtier, je pourrais totalement vous le conseiller, vous ne serez pas déçu de la qualité. Bien sûr, après il faut voir si le rapport qualité-prix vous convient également. Voilà donc pour cette revue de matériel, j'espère que la présentation du TZ200 vous aura plu, qu'elle aura été assez complète. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les formuler dans les commentaires, ils sont là pour ça. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être prévenu de la sortie des dernières vidéos. Vous pouvez également rejoindre la page Facebook et le groupe Facebook de Déclic Numérique. Il y a également le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon moi je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.